Allô Radio Imo, les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro de Allô Radio Imo. Vous le savez, cette émission vous appartient. Vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions en rapport avec vos préoccupations immobilières. Nous avons aujourd'hui 2 experts qui vont répondre à vos questions. Nous avons le plaisir de recevoir Mathieu Hachemkhani. Bonjour Mathieu. Bonjour Kenza. Merci d'être avec nous. Vous êtes gestionnaire en patrimoine pour Fairless Conseil et vous serez accompagné aujourd'hui par un autre spécialiste en immobilier, Audran Descamps. Bonjour Audran. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller en investissement immobilier. Vous allez répondre aux différentes questions qui nous sont parvenues via la page Facebook de Allô Radio Imo. On va parler évidemment avec vous, Mathieu, de gestion de patrimoine, de nombreuses préoccupations, en tout cas, et de nombreuses questions par rapport à nos auditeurs. Et avec vous, Audran, on va parler d'investissement immobilier. Alors, on commence avec vous, Mathieu. Peut-être nous dire quelques mots sur Fairless Conseil. Qu'est-ce que c'est ? Fairless Conseil, c'est une société de conseil en gestion de patrimoine qui s'adresse à des personnes physiques et aussi à des sociétés. On essaie en fait de résoudre, entre guillemets, des problèmes qui sont liés à les impôts. Ça arrive de manière assez récurrente, oui. Mais aussi, j'ai un peu d'argent, comment je peux faire pour gagner plus de 5% par an, ça serait pas mal, histoire de pouvoir me offrir un petit resto à ma chérie, et d'autres investissements tels quels. Donc l'idée, c'est de payer le moins d'impôts grâce à vos compétences. Pas forcément, mais en tout cas, de payer un impôt qui semble juste. Très bien. Audran, et vous, quelle est la particularité de votre métier ? Quelle est votre fonction, en tout cas en rapport avec les personnes qui viennent vous voir ? Moi, du coup, je conseille sur l'immobilier principalement. Oui. Et c'est sur tous les dispositifs qui peuvent s'offrir aux personnes qui souhaitent investir dans la pierre et en même temps réduire leurs impôts au passage. Et on va évidemment parler de défiscalisation, défiscalisation, on va y arriver. Quel mot barbare. Effectivement, le mot à ne pas prononcer en radio. Alors justement, Mathieu, on va commencer avec vous. Alors on a une première question d'un auditeur. J'ai des amis qui gagnent confortablement leur vie et me disent ne pas payer d'impôts ou presque pas. Comment font-ils ? Ils ont peut-être beaucoup d'enfants déjà. Oui. Ça, c'est une première solution. Après, il y a plusieurs dispositifs légaux qui existent pour réduire l'imposition. Il y a des choses assez simples. Moi, typiquement, je déteste faire le ménage. Donc, on a la possibilité d'avoir l'aide à domicile et de réduire un tout petit peu ses impôts comme ça. Mais il y a aussi des investissements, pas toujours dans l'immobilier, aussi financiers, qui permettent de réduire partiellement, voire même totalement les impôts. Comme associatif, par exemple, il paraît que... Il y a les dons associatifs, les dons en effet. Associatifs, on peut... Très simples, qui font plaisir aussi. C'est ce qu'on appelle des réductions plaisir. Oui. Il y a aussi la possibilité, par exemple, de réduire ses impôts en investissant dans le cinéma. Ah oui ? Eh oui. Il y a beaucoup de films qui se sortent grâce à ça, d'ailleurs. Et aussi dans des entreprises. C'est un peu la tendance en ce moment. Il y a des applications telles que Appen, application de rencontre, qui a été développée grâce à ça. Ah oui, très bien. Vous nous apprenez des choses aujourd'hui, incroyable. Donc c'est grâce en fait à nos impôts que on peut rencontrer l'amour aujourd'hui, en quelque sorte. Oh ça dépend. Plus vous payez d'impôts et plus votre amour est grand, peut-être, oui. C'est ça, effectivement. Très bien. Alors justement, Audran, quels sont les différents dispositifs de défiscalisation à travers l'immobilier ? Alors à travers l'immobilier, il y a le déficit foncier, le dispositif Malraux, le monument historique et le plus connu de tous, le Pinel. Le Pinel qui fonctionne encore beaucoup auprès des investisseurs ? C'est ce que nous, en tout cas, on a le plus. On nous demande le plus parce que c'est assez accessible, les gens investissent dans la pierre. Et ça leur permet une réduction d'impôt équivalente à leurs revenus, donc c'est plutôt intéressant pour eux. Alors justement, on a un auditeur qui se pose la question sur l'investissement Pinel. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs ? C'est quoi le principe ? C'est en tout cas la question qui se pose aujourd'hui. Alors l'investissement Pinel, c'est acheter un appartement en général dans le neuf, à une certaine zone, et ce qui va permettre, en fonction du prix de l'appartement et le prix surtout au mètre carré, de pouvoir défiscaliser le montant, un pourcentage du montant de l'achat. Par exemple, vous allez acheter un bien 300 000 €. Oui. À 5 500 € du mètre carré, vous allez pouvoir défiscaliser 2% par an de 300 000 € pendant 9 ans maximum, et après 1%. Alors là, elle commence quand la défiscalisation avec le dispositif Pinel finalement ? Alors dans le neuf, c'est l'année de la construction, du début de construction de l'appartement ou de la maison. Dès le départ. C'est l'appartement. Dès le départ, dès que la construction est partie, ça commence. Alors, en matière d'investissement, Mathieu, on vous pose certainement la question, est-ce que aujourd'hui on a la possibilité de faire un investissement utile qui nous permettrait de réduire justement nos impôts ?
C'est une très bonne question. C'est vrai qu'avec la Covid, il y a eu beaucoup de remises en question. Oui. Et les gens se sont rendus compte que payer des impôts, au final, c'était pas si mal parce que ça nous a permis de pouvoir développer pas mal de choses assez rapidement par rapport à d'autres pays, malheureusement ou heureusement. Et donc oui, il y a, comme je disais, la possibilité d'investissement plaisir. Donc par exemple dans le cinéma, ce qu'on appelle un SOFICA. Oui. Mais il y a aussi la possibilité d'investir dans ce qu'on appelle des FCPI, des FIP, c'est-à-dire investir dans des entreprises soit régionales, donc pas des entreprises cotées au CAC 40, mais vraiment des entreprises plus typées locales, qui ont une phase de croissance intéressante et qui ont un potentiel. Ça peut être le boulanger du coin qui veut s'agrandir vraiment, ça peut être pas mal de choses comme ça. Aider peut-être un commerce aussi à continuer à vivre, Et là, en ce moment, il y a aussi beaucoup sur l'outre-mer, ce qu'on appelle un Girardin. C'est d'ailleurs notre produit phare, entre guillemets, parce qu'il permet de gommer l'imposition. Vraiment. C'est-à-dire que, par exemple, vous payez 10 000 euros d'impôts, vous faites un investissement de 7 500, plus d'impôts. Génial. Et là, en fait, ce qui est bien... Ça, il faut le savoir. Exact. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous allez aider les entreprises en Outre-mer qui ont plus de difficultés de se développer par rapport à la France, vu les coûts. Donc, c'est vraiment un investissement utile. Quand on vient vous voir et qu'on vous demande justement des solutions pour défiscaliser, est-ce que souvent, c'est des gens qui ont vraiment de gros moyens ou ça peut être un petit pactole qu'on n'a pas forcément envie de... Alors, j'aime pas trop ce terme de petit, grand, moyen pactole. Ça me dérange un petit peu. Pourquoi ? Parce que pour moi, toute personne est égale et qu'il n'y a pas de jugement. Non, mais c'est intéressant. Ça veut dire qu'on peut avoir une petite somme qu'on a envie de défiscaliser, comme on peut avoir des millions. Tout à fait. Et éviter d'en payer un maximum aux impôts. Alors, l'exemple que je peux vous donner nous concernant, c'est que on a des personnes qui veulent gommer 2 000 euros d'impôts, ce qui est... c'est pas énorme. Ce qui est pas énorme et on va dire assez courant. Oui. Comme notre record, c'était 800 000 euros d'impôts à gommer. D'accord. Donc vous voyez qu'il y a quand même un grand gap. Ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes, mais on est ouvert à tous. Après, il faut bien savoir aussi que la réduction d'impôts n'est pas une fin en soi. Il faut qu'il y ait une utilité derrière. Il faut qu'il y ait un objectif. C'est juste ça. Alors pourquoi les gens partent dans d'autres pays alors qu'il y a des solutions pour défiscaliser ? Alors ça s'adresse aux très très grosses fortunes. Et c'est un peu une légende. En réalité, on a beaucoup de fantasmes autour de... Il y a énormément de fantasmes. De ces personnes qui partent justement à l'étranger pour payer le moins d'impôts possible. Totalement. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand on vient nous voir, je voudrais réduire 10 000 euros d'impôts, je suis pas un gros client, je vais pas faire de société au Luxembourg, mais pas du tout, en fait. Il y a Dubaï, surtout en ce moment, non ? Alors, Dubaï, on a des clients à Dubaï, qui regrettent un petit peu d'avoir travaillé là-bas, parce qu'en fait, à Dubaï, l'avantage, c'est qu'on a un salaire qui est beaucoup plus important que celui d'en France. Oui. L'exemple, c'est que notre cliente, elle a 180 000 euros, donc c'est bien. Par mois ? Par an, malheureusement. Mais c'est bien au-dessus, accessoirement. J'aimerais bien gagner ça, moi. Vous n'êtes pas la seule. Mais l'inconvénient, c'est que en termes de charges, étant donné qu'il n'y a pas d'impôt en effet, tout est à payer. Et donc, elle a pour à peu près 120 000 euros de charges annuelles. Oui, donc c'est pas parce qu'on part à l'étranger, qu'on crée une société à l'étranger, que forcément, c'est plus rentable que peut-être réfléchir à des solutions locales. En fait, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Il y a vraiment des solutions en France qui existent. Alors justement, du côté de l'immobilier, Audran, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent de plus en plus investir à l'étranger ? Est-ce que c'est finalement un placement sûr ? Non, pas particulièrement. De ce que j'ai pu voir, c'est surtout... là, on reste vraiment dans la mode du Pinel, où les gens s'intéressent principalement à ce qu'ils comprennent facilement. Oui, il faut que ce soit accessible, en fait. C'est ça, que ce soit accessible à un large panel de personnes. Et sinon, pour les grosses fortunes, ce serait du Malraux ou du monument historique, mais vraiment un peu plus important. C'est quoi le principe de l'investissement Malraux ? Alors sur le Malraux, c'est en fait un investissement dans un monument historique. Oui. Il faut que ce soit dans un secteur bien particulier. Oui. Dans un plan de sauvegarde, de mise en valeur. Et du coup, en fait, ce qui fait que vous pouvez investir jusqu'à 400 000, acheter un bien et mettre 400 000 euros de travaux maximum. Vous pouvez mettre plus de travaux si vous voulez, mais vous pouvez être défiscalisé que sur 400 000 euros. Oui. Et vous pouvez, du coup, défiscaliser 22% en fonction de la zone ou jusqu'à 30% s'il fait partie du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Très bien. Et du coup, ça fait quand même une réduction assez intéressante par an pour les grosses fortunes. Et puis, après, moyennant quelques conditions, des avantages assez sympas. Alors, on va revenir avec vous sur d'autres questions en rapport justement avec les investissements intéressants, surtout investissements immobiliers. Mais il y a beaucoup de questions pour vous, Mathieu, de la part de nos auditeurs. On a par exemple un auditeur qui nous dit « Je suis en situation de handicap. Existe-t-il des avantages fiscaux me concernant ?»
Alors c'est vrai qu'on en parle très peu et à regret parce qu'en fait les personnes en situation de handicap sont un peu délaissées, mais ils ont des solutions qui existent, très peu malheureusement communiquées. Ils peuvent par exemple, c'est assez impressionnant, une assurance vie. On a certains, presque tout le monde a une assurance vie, mais les personnes qui ont une situation de handicap supérieure à 80%, à chaque fois qu'ils font un versement sur leur contrat d'assurance vie, ils peuvent déduire de leur montant d'impôt 25% du montant placé. C'est intéressant, c'est rare que les gens sachent. Alors déjà ça. En tout cas, ce genre de et c'est surtout qu'en fait, les personnes en situation de handicap, ils peuvent pas vraiment investir, sinon ils ont des pensions qui réduisent. Donc il faut faire vraiment attention à tout ça. Alors on a d'autres aussi questions concernant différentes situations liées au Covid, par exemple. Une auditrice vous pose cette question. Je suis avec mon compagnon depuis le Covid. On nous dit que le Pacs peut nous faire payer moins d'impôts. Est-ce que c'est vrai? Alors marié, je sais que oui. Mais alors, est-ce que pacsé? En fait, déjà, le Pacs, félicitations. C'est peut-être parce que d'abord ils sont amoureux, accessoirement. Évidemment. Avant de parler d'impôts. Effectivement. C'est tellement c'est peut-être mieux. Après, en fait, le Pacs, comme le mariage, ça fait pas forcément réduire les impôts. Ça va dépendre de la situation. C'est-à-dire que si vous choisissez de vous paxer avec Audran, par exemple, qui je lui poserai la question tout à l'heure. Il est sur le marché. Ou de vous marier, en fait, les impôts vont être stables. Vous allez payer autant d'impôts que si vous étiez seul. Donc, s'il y a une différence de revenus, oui. S'il y a un revenu équitable, en fait, non, ça va strictement rien changer. Très bien. Vaut mieux rester célibataire, quoi. Oui, vu comme ça, mais encore une fois, le Pacs, le mariage, c'est l'amour avant tout. Alors, justement, Audran, quel est le plafond de défiscalisation pour le déficit foncier? Oui. Alors, c'est 10 700 € par an, renouvelable tous les ans. C'est-à-dire que s'il dépasse, on peut l'imputer l'année d'après. D'accord. Est-ce que quand on investit dans l'immobilier, est-ce qu'on peut investir à plusieurs? Par exemple, on est une seule et même famille, on est deux frères et sœurs, par exemple, est-ce qu'on peut investir dans un appartement? C'est même plus intéressant. Oui, tout dépend du revenu que cela va générer. Mais oui, c'est conseillé. On peut créer une SCI, quand on est plusieurs, minimum 2 d'ailleurs. Donc si jamais un jour vous voulez vous paxer, pourquoi pas avec votre conjoint? Il me lance encore la perche. Il veut vraiment se paxer avec moi. Du coup, oui, vous pouvez créer une SCI et du coup être imposé différemment, pouvoir faire les mêmes achats que seul, mais avoir une imposition plus agréable. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les prélèvements sociaux, vous n'allez pas être imposé par rapport à votre propre TMI, vous allez être imposé à hauteur à peu près 38 000 € et quelques, uniquement à 15% du bénéfice, des revenus générés. En fait, ce qui est intéressant quand on investit à plusieurs, c'est aussi pour protéger le conjoint ou protéger les enfants, parce qu'il y a des petites techniques en gestion de patrimoine qui permettent de faire en sorte. Mais ça, c'est ton côté. Mais ça qui permettent de faire en sorte que, au final, les enfants ne payent pas d'impôts sur une succession. Mais ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est vrai que dans le cadre de mon parcours, j'ai rencontré beaucoup de gestionnaires de patrimoine, et c'est vrai que ce qui revient aussi souvent, c'est que vous êtes obligé quand même, malgré tout, pour, en tout cas, essayer de comprendre une situation fiscale, de rentrer un peu plus dans les détails, je pense, personnels. Pas trop dans les détails, quand même. Mais est-ce que vous êtes obligé, par exemple, est-ce que vous devez savoir si, par exemple, le mari ou la femme ont des investissements secrets ailleurs? Est-ce que, par exemple, si on est un homme marié et qu'on est infidèle, est-ce qu'on peut, par exemple, investir dans un appartement pour sa maîtresse sans que la femme le sache? C'est compliqué. La réponse c'est pour un copain. La réponse est oui, mais c'est compliqué. On a eu le cas c'est drôle, on va dire ça entre guillemets, d'un pharmacien qui est décédé et on a appris au moment de la succession qu'il avait une femme en France, ce qui est normal. Oui, et une femme ailleurs. 2 femmes ailleurs. Ah oui, monsieur était assez coquin. D'accord. Polyvalent. C'est vrai que c'est le mot qui correspond le plus, polyvalent. Et alors, comment on gère ce genre de situation? Ça veut dire, comment on fait quand il y a des secrets de famille? Parce que je suppose qu'en matière aussi de gestion du patrimoine, il y a aussi des secrets de famille une fois que le décès est annoncé. Ça, on gère comment? Alors c'est ça que j'apprécie peut-être le plus dans mon métier, c'est les secrets de famille. C'est un petit peu. Vous aimez bien les trucs secrets. Côté Dallas. Ouais, c'est ça. En fait, on est sérieux quand même à ce niveau-là et on doit gérer comme ça nous a été demandé. Typiquement, j'ai des clients situés à Levallois qui, au moment de leur succession, quand ils vont décéder, la famille va apprendre qu'elle était homosexuelle. Mais juste au moment du décès, parce que justement, on a fait en sorte de donner à des amis, mais pas trop à la famille. Donc, je pense que ça va être assez clair. On a le droit de ne pas donner, de décider de ne pas donner à ses enfants? Vous avez le droit de décider de ne pas donner à vos enfants jusqu'à une certaine limite. Mais on peut les déshériter en France? Officiellement, non. Mais officieusement, oui. Johnny, il aurait bien aimé quand même savoir si. À mon avis, Alain Delon et Delon aussi.
Oui, effectivement. Alors comment? C'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions? Oui, il y a des solutions. C'est assez fourbe et je pourrais même aller un peu plus loin. On peut même leur hériter en fait une dette. Ah oui, ça c'est affreux. Ça. Et donner en fait tout le patrimoine à sa maîtresse. Ah oui. Ah oui, il y a des drôles de situations quand même. C'est ça, c'est un peu Alors, cocasse. il paraît qu'on peut aussi refuser un patrimoine. Ah bah, si vous voulez payer une dette et avoir rien en positif, vous pouvez dire non, en fait, je ne veux pas. On est d'accord, donc je ne veux pas les dettes, je refuse en fait le... Dans la pratique, c'est souvent aussi les familles où on préfère privilégier les enfants, dire je veux pas, les enfants n'ont plus besoin. Audran, vous ne gérez pas, vous, ce genre de complications, j'imagine, c'est beaucoup plus simple, c'est-à-dire quand on a un investissement immobilier, on sait qui investit, on sait quelle est la résultante. D'ailleurs, est-ce que les investissements immobiliers en résidence secondaire sont assez prisés? Non, on a très peu d'investissements en résidence secondaire parce qu'en général, les gens investissent justement pour défiscaliser. Oui. Donc, ils vont acheter pour louer directement et sur une période donnée. En général, c'est au minimum 9 ans. Pour le Pinel, pour le Malraux et monument historique, il faut qu'il le garde 15 ans. Par contre, pour le monument historique, il peut vivre dedans s'il le souhaite. D'accord, donc ça peut être la résidence principale, vous voulez dire? Ça peut être la résidence principale. Mais alors, quand on devient propriétaire, on se pose souvent la question, quelles sont les charges qui sont déductibles et qui nous permettent de payer finalement moins d'impôts? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots là-dessus? Bah, il y a tout d'abord les intérêts d'emprunt pour le moment, qui sont défiscalisables. Tous les travaux mis dans l'appartement, pour le Pinel, c'est directement le prix d'achat. Oui. Pour le Malraux et le monument historique, ça va être tous les travaux. Donc le Malraux, comme je l'ai dit tout à l'heure, est limité à 400 000 € de travaux de défiscalisation. Par contre, pour le monument historique, tous les travaux sont pris en compte, les intérêts d'emprunt, ce qui peut être amené à bien plus que 400 000 € pour les monuments historiques. Autre question pour vous, Mathieu Hachemkani, gestionnaire en patrimoine pour Fairless Conseil. Je suis étudiant, ma famille m'a dit que je serais exonéré d'impôts quand j'aurai mon diplôme. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, mon père m'a dit exactement la même chose. Ce qui n'est pas... Ce qui est totalement faux. Ce qui n'a pas été le cas. Absolument pas. Donc, en fait, ça aussi, c'est encore un fantasme. Ah oui, mais j'aimerais bien qu'il réalise ce fantasme. Mais en fait, pas du tout. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les impôts calculent, le fisc calcule vos impôts en fonction des revenus que vous avez N-1. Donc, si en effet, il n'a rien fait, il n'aura pas d'imposition, mais il sera rattrapé rapidement, surtout que maintenant il y a le prélèvement à la source. Donc non, c'est totalement un fantasme et j'en suis désolé pour lui. Très bien. Bon, et si, est-ce que vous avez en tout cas une stratégie fiscale et économique intéressante, peut-être à transmettre à nos auditeurs? Parce que je suis sûr que vous avez des astuces, vous. Ah, il y en a pas mal, oui, il y en a pas mal. Quelques-unes peut-être? Alors, quelques-unes. On va commencer avec une qui parle un peu à tout le monde. C'est-à-dire que je fais un investissement, je voudrais par exemple faire un investissement immobilier et payer moins d'impôts. On peut le faire avec un Pinel classique, mais je peux très bien avoir un appartement loué en meublé, sur lequel je n'ai aucune imposition et donc j'ai des revenus complémentaires, c'est ça qui est intéressant. Et je peux faire un jardin et je gomme mes impôts. Et donc en fait, ce que je disais, c'est que ce qui est un peu dommage, c'est les personnes qui veulent juste réduire leurs impôts, alors que moi je leur dis, plutôt augmenter votre patrimoine sans payer d'impôts. Et il y a une petite nuance là-dessus qui est plus intéressante. Très bien. Faut venir vous voir, quoi, pour... Si vous voulez, on a de très bons cafés, mais surtout un bon chocolat chaud. Et des bulles, en plus, surtout. Effectivement. Quelques bulles. Deuxième, peut-être, astuce. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de simple? Ah, là, c'est un peu plus complexe, par contre, mais ça demande un patrimoine un peu plus important. En fait, on peut créer un patrimoine sans imposition et sans effort d'épargne. C'est-à-dire qu'il s'auto-finance, entre guillemets. En gros, il faut avoir des revenus fonciers d'un côté et un bien sur lequel on peut déduire des revenus aussi. D'accord. Et en fait, le montant des revenus va être égal aux intérêts. Donc en fait, ça compense et il n'y a pas d'imposition. Et à peu près 15 ans plus tard, on se retrouve avec un patrimoine qui a été multiplié par 15. Pardon, par 3. J'abuse un peu, 15. Par 3, ce qui est déjà pas mal en 15 ans. Comment ça se passe, Audran, quand, par exemple, on a des parents qui ont investi dans un appartement, une fois que, malheureusement, les parents sont décédés, comment se passe la répartition à ce niveau-là? Qui récupère l'appartement? Ça va dépendre de la famille, mais en général, si les deux parents décèdent, ça va aller directement aux enfants, aux derniers vivants en général. Et du coup, ça sera du 50-50 pour les enfants. Et j'imagine que c'est là où vous particulière. Et j'imagine que c'est là où vous intervenez, Mathieu, parce que imaginons que les enfants ne se parlent plus. Et qu'il y a un moment donné, il va falloir... Est-ce qu'il y a des règles strictes à ce niveau-là? Déjà, on préfère intervenir en amont pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises. C'est toujours mieux. En fait, notre rôle, c'est pas de rendre les gens plus riches. S'ils ont de l'argent, c'est grâce à eux. C'est de leur donner une solution. Et donc, en fait, soit on laisse les choses telles quelles, soit on optimise. Quand on le fait en amont, ça évite d'avoir des problèmes de conflit, notamment avec les enfants. C'est souvent le cas quand il y a un patrimoine en jeu. On évoquait avec Johnny ou même Bettencourt. Surtout Bettencourt. On est raccord. On est raccord. Bravo. Et en fait, on a... Pour certains clients, ils nous donnent le droit de pouvoir exécuter le testament selon leurs souhaits précis.
D'accord. Et donc on a un peu plus de pouvoir qu'un juge, mais c'est un peu complexe. Et là, on peut répartir et personne n'a son mot à dire. Alors on a une autre question qui concerne le divorce. Ça c'est vraiment, on se pose quand même pas parfait, mal. Là. Marié, célibataire, divorce. Vous avez vu ou pas? Étudiant, on a fait ça, paxé, étudiant, paxé, mariage et divorce. Et ben justement, un auditeur nous pose la question suivante. Je vais peut-être divorcer, donc peut-être qu'il changera d'avis. Comment ça se passe au niveau de la déclaration d'impôt? C'est une bonne question. Johnny, à mon avis, a forcément la réponse. Enfin, avait forcément la réponse. Pauvre, hein. En fait, l'année du divorce, ça va rien changer. Mais l'année suivante, chacun devra faire sa propre déclaration, que ce soit pour le mariage ou pour le Pacs. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, entre guillemets. Faut faire juste attention à bien avoir son compte commun, etc., etc. Et si on a un bien commun et qu'on n'a signé aucun contrat de mariage, l'appartement on l'a acheté à deux, comment ça se passe? C'est 50-50? Ça devient un petit peu bah compliqué. Oui, évidemment. Ça, c'est souvent les problématiques qu'on a d'ailleurs. Hein, quand si c'est à 50-50... Dès qu'on parle d'argent, c'est compliqué. C'est ça. Ça dépend s'ils s'entendent bien ou pas. S'ils s'entendent pas bien, en fait, ils vont être obligés, l'un va être obligé de racheter la part de l'autre. Le problème, c'est à quel prix. Et on a eu le cas où ça a duré 4 mois parce qu'on était à 50 000 € près et donc ils se sont mis d'accord sur un prix. Bon. Et il faut aussi avoir la faculté. Donc en fait, on peut aussi tomber sur un cas où les gens n'ont pas la faculté de racheter ni l'un ni l'autre. Et donc en fait, ils sont condamnés à vendre le bien, finalement. Soit à vendre le bien, soit le conserver, mais c'est un petit peu compliqué. D'accord. Rassurez-nous, il y a plus d'investissement que de vente pour cause de divorce, Audran. On a peu d'investissement pour cause de divorce. Quoique 2020 a été une bonne année, paraît-il. C'est vrai qu'on a pas mal. Mais c'est vrai, alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'on a tous vécu des situations personnelles très compliquées. Il y a eu beaucoup de couples qui se sont séparés durant le Covid. Est-ce que vous avez eu affaire justement à gérer ce genre de situation, vous, Audran? Non, pas proprement parler. C'est-à-dire que je n'avais pas de clients qui souhaitaient investir à deux et qui finalement m'ont dit finalement c'est séparé donc c'est plus la peine. D'accord. Non, ça a été. Oui, non, il faut dire qu'en fait nous on choisit plutôt des couples amoureux, c'est mieux. Ouais, on se renseigne un peu quoi. Oui, vous voulez des gens positifs. C'est ça. Oui, qui viennent pas vous poser plein de questions une fois qu'ils ont décidé de divorcer au bout de 6 mois quoi. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est ça. Mais alors c'est quoi une SCPI? Parce que il y a un moment donné, il faut qu'on parle de la SCPI. Hein. Je crois que c'est un investissement plutôt pas mal. La SCPI, ça existe depuis bien avant ma naissance et celle d'Audran, largement, je pense. Parce que ça existe depuis plutôt 1960 et quelques, quand même. Hein. D'accord. Et en fait, ça a vraiment été à la mode, on va dire ça. Ouais. Et c'est toujours on en parle beaucoup d'ailleurs ces derniers temps. Depuis les années 2000, en fait, ça a remplacé le fonds en euros. D'accord. On a investi dans de l'immobilier à partir de 1 000 €, donc ça a porté de tous. Et on a un rendement, donc un revenu de l'ordre de 6% à peu près, et on les perçoit tous les 3 mois. Donc parce que justement, les questions qui reviennent souvent justement sur la page Facebook Allo Radio Imo, c'est comment on peut réduire ses impôts grâce à la SCPI. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs types de SCPI, et il y a aussi ce qu'on appelle des SCPI fiscales. Et les SCPI fiscales, comme Audran le fait aussi, il y a de la SCPI Pinel ou autre. L'avantage, c'est que je ne suis pas obligé d'investir un gros montant. Si j'ai par exemple que 2 000 € d'impôts ou même 1 000 € d'impôts, je fais un petit investissement en SCPI qui me permet de réduire les impôts. Est-ce qu'il y a de nouvelles problématiques ou de nouveaux questionnements auxquels vous êtes confrontés quotidiennement dans votre secteur d'activité, que ce soit vous, Mathieu ou Audran, depuis le Covid ? Alors, depuis le Covid, ce qu'on a pu remarquer, c'est que les gens se sont curieusement intéressés à l'investissement financier. Oui. Beaucoup l'investissement financier, ce qui peut être compréhensible quand on a perdu, une action a perdu, je prends une eBay, a perdu à peu près 60%, et là, récupérer pas mal. Voilà, il y a un gain sympa, et les gens aiment bien gagner de l'argent, il paraît. Donc, il y a eu beaucoup de questionnements sur l'investissement financier et aussi la crypto-monnaie. Ah oui, alors ça, c'est un sujet dont on fera une émission spéciale, la crypto-monnaie, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient régulièrement. D'ailleurs, il y a plein de questions là-dessus. C'est assez mystérieux quand même, la crypto-monnaie. On a l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas encore totalement maîtrisé par les Français. Alors, ça va l'être prochainement, alors pas maîtrisé, mais en tout cas plus déployé, puisque l'AMF, qui est pas très loin de Radio Imo, est en train de mettre en place des produits qui seraient validés par l'AMF. D'accord. Donc la crypto-monnaie, c'est l'avenir, j'ai l'impression. Pas forcément. Disons qu'il faut être un peu vigilant et faire attention à tout ça. D'accord. On parlera de la crypto-monnaie dans la prochaine émission ? Avec plaisir. Ça vous dit ? Eh bien, merci beaucoup à vous deux d'avoir été nos invités. Audran Descamps, conseiller en investissement immobilier pour Fairless Conseil, et Mathieu Hachemkani, évidemment, qu'on a l'habitude de voir ici dans nos locaux, gestionnaire en patrimoine pour Fairless Conseil. Et évidemment, on va peut-être donner le site internet de Fairless. Si vous voulez, c'est fairless-conseil.com. Tout simplement. Donc si on a des conseils sur le patrimoine ou l'immobilier, on vient vous voir, vous êtes les meilleurs. Oui, tout à fait, il paraît. Bon, eh bien merci messieurs d'avoir été avec nous, en tout cas d'avoir répondu aux questions de nos éditeurs. Quant à nous, eh bien on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Allo Radio Imo. À très vite sur Radio Imo.
Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.